Je n'ai jamais fait semblant de dormir pour écouter aux portes. Du moins, pas avant ce soir-là, chez mon fils. J'ai toujours essayé de respecter leur intimité, de ne pas entrer sans frapper, de ne pas commenter leur méthode d'éducation, de ne pas imposer mes opinions. Je crois même que j'y arrivais plutôt bien, jusqu'à aujourd'hui. Les vieilles maisons de la région d'Annecy gardent de nombreux secrets. Leurs murs en bois s'assèchent avec les années, formant des fissures invisibles à travers lesquelles les sons voyagent avec une clarté surprenante. La maison de Grégoire ne fait pas exception. Ma chambre, une ancienne chambre d'amis, se trouve juste au-dessus de la cuisine, et j'entends parfois leur voix, surtout le soir, quand les enfants dorment. Ce soir-là, je me suis assoupie tôt, un livre sur les genoux. La blessure à la hanche que je m'étais faite il y a 5 mois provoquait encore une douleur sourde en fin de journée. Les médicaments aidaient, mais j'essayais de ne les prendre qu'en cas d'absolue nécessité. Je ne voulais pas être un fardeau plus lourd que je ne l'étais déjà. À travers mon demi-sommeil, j'ai entendu des voix. D'abord un vague murmure, puis j'ai reconnu la voix de Tiphaine, ma belle-fille. Je n'en peux plus, Grégoire. C'est insupportable. Ta mère occupe la meilleure pièce, celle qu'on voulait transformer en bureau. Je suis obligée de travailler sur la table de la cuisine pendant qu'elle regarde ses émissions de bricolage toute la journée. Je me suis figée, effrayée à l'idée de bouger. Mon sommeil s'était envolé. Le livre a glissé de mes genoux et est tombé sur le sol, mais je n'ai pas osé me pencher pour le ramasser. Je sais, chérie. La voix de Grégoire semblait fatiguée. Mais que suggères-tu? La renvoyer chez elle? Le médecin a dit que c'était trop tôt pour qu'elle vive seule après une si mauvaise fracture. Ça fait 5 mois, Grégoire. 5. Elle marche très bien. Elle fait juste semblant d'être plus démunie qu'elle ne l'est en réalité. Mes mains se sont serrées en poing involontairement. Je ne faisais pas semblant d'être démunie. Au contraire, j'essayais de tout faire moi-même, même quand ça faisait mal. J'aidais au ménage, je préparais le dîner quand Tiphaine rentrait tard du travail. Je gardais les enfants quand ils allaient à leur soirée d'entreprise. On en a déjà discuté, a poursuivi Grégoire. Tu te souviens des Pins Dorés? Cette maison de retraite près du lac? Ils ont d'excellentes installations et un personnel médical disponible 24 heures sur 24. Le souffle m'a manqué. Une maison de retraite? Ils voulaient m'envoyer dans une maison de retraite. À 67 ans? J'ai déjà regardé leur site web, a dit Tiphaine, sa voix maintenant pratique et professionnelle. Ça coûte environ 3 000 € par mois. Ta mère a sa retraite et sa pension de réversion. Ça devrait suffire. On devra peut-être rajouter un petit quelque chose. Nous avons besoin de place, a dit fermement Grégoire. Il vaut mieux décider maintenant. Fiona va bientôt entrer au collège. Elle aura besoin de sa propre chambre. On ne peut pas garder les 2 filles dans la même chambre pour toujours. Et ce sera mieux pour maman aussi. Elle aura des amis de son âge, des activités organisées. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pendant tous ces mois, j'avais essayé d'être utile, discrète, de ne pas déranger. Et voilà comment ça se terminait. Il voulait se débarrasser de moi comme d'un vieil objet encombrant. Il y a 42 ans, je tenais Grégoire dans mes bras, petit et ridé, avec une tignasse de cheveux roux, tout comme son père. Je ne dormais pas la nuit quand il faisait ses dents. Je prenais des heures supplémentaires au travail pour payer ses leçons de natation quand Hugo, mon mari, a perdu son emploi. Et maintenant, il était assis en bas, à discuter de la maison de retraite où me placer. Mais comment allons-nous le lui dire? La voix de Grégoire trahissait une pointe d'anxiété. Tu sais comme elle est têtue. Elle va insister sur le fait qu'elle peut vivre seule. Et c'est exactement pour ça que nous devons prendre cette décision nous-mêmes, a rétorqué Tiphaine. Écoute, Grégoire, je respecte ta mère. Vraiment. C'est une femme forte, elle a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Mais maintenant, elle a besoin de soins. Et nous ne pouvons pas les lui fournir ici avec nos horaires de travail. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. J'avais travaillé comme technicienne frigoriste industrielle pendant 40 ans. J'avais grimpé sur des échelles, rampé sous des tapis roulants dans des usines de transformation de viande et installé des systèmes de refroidissement dans des congélateurs. Ce n'était pas un métier pour les faibles, hommes ou femmes. Mes mains sont encore fortes malgré l'arthrite naissante. Et il disait que j'avais besoin de soins. D'accord, assez des Grégoire. Je lui en parlerai ce week-end. Mais présentons ça comme une solution temporaire, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Bien sûr, mon chéri, a dit Tiphaine,
la satisfaction dans la voix. J'appellerai là-bas demain pour connaître les disponibilités. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on recule, puis des pas, puis le cliquetis de la vaisselle. Il remplissait le lave-vaisselle, les bruits habituels du soir, et moi, j'étais assise dans la pénombre de ma chambre, sentant mon monde s'effondrer. Une blessure à la hanche, il y a 5 mois, avait tout changé. Avant ça, je vivais seule dans ma petite maison en périphérie de la ville, celle qu'Hugo et moi avions achetée il y a 30 ans. Après sa mort, il y a 10 ans, j'y suis restée seule, mais je ne me sentais pas seule. J'avais un travail, des amis, des passe-temps. Je cultivais des orchidées et je réparais de vieux meubles que je trouvais dans les brocantes. Et puis je suis tombée. Un accident stupide. J'ai glissé sur les marches verglacées de mon propre Porsche en rentrant des courses. Une fracture de la hanche, une blessure courante pour les femmes de mon âge. Opération, 2 semaines à l'hôpital, puis Grégoire m'a proposé d'emménager avec eux. Juste temporairement, maman, le temps que tu te remettes. Tu ne peux pas rester seule avec une fracture pareille. J'avais accepté, bien qu'à contre-cœur. Ma maison avait été mise en sommeil. L'eau coupée, le gaz fermé, les volets clos. Je n'avais emporté que le strict nécessaire, des vêtements, quelques livres, des photos. Et maintenant, 5 mois plus tard, ils avaient décidé qu'il était temps de se débarrasser de moi. En bas, la porte du réfrigérateur a claqué. J'ai entendu Tiffaine se servir un verre de vin. Elle buvait toujours un verre de rouge avant de se coucher. Une petite faiblesse de femme d'affaires accomplie. On pourrait aller visiter les Pins Dorés ce samedi, a-t-elle dit. Ils ont des appartements d'1 ou 2 pièces. On peut dire à maman qu'on part juste en excursion. Je ne pense pas qu'on devrait lui mentir, a objecté Grégoire. Il vaut mieux être honnête avec elle. Et elle fera une scène, a ricané Tiffaine. Tu connais ta mère. Elle insistera sur le fait qu'elle peut très bien se débrouiller seule. Comme quand on lui a proposé d'engager une aide à domicile après son opération et qu'elle a refusé. Elle a toujours été indépendante, a dit Grégoire avec une pointe de fierté dans la voix. Et pendant un instant, j'ai reconnu le garçon qui admirait sa mère pour avoir réparé son vélo ou monté une étagère. Tu te souviens comment elle a réparé notre lave-vaisselle l'année dernière ? Le plombier voulait 300 € et elle l'a démonté en une demi-heure. Oh, oui. Ta mère est une touche-à-tout, a dit Tiffaine, sa voix suintant le sarcasme. Et c'est exactement pour ça qu'elle n'admettra jamais qu'elle a besoin d'aide. Grégoire, elle a 67 ans. La plupart des gens ne se remettent pas complètement d'une telle fracture. Et son travail, c'est un travail physique. Tu ne penses pas qu'elle va retourner réparer ces énormes réfrigérateurs, n'est-ce pas ? J'ai serré les dents. Si, je comptais y retourner. Peut-être pas à plein temps, mais je pouvais prendre quelques missions par semaine. Ma tête et mes mains fonctionnaient encore très bien. J'avais une réputation dans la région. Evelyne Mercier, la meilleure réparatrice de frigo des 3 départements. Les gens m'appelaient encore quand les autres réparateurs n'arrivaient pas à résoudre le problème. Tu as peut-être raison, a soupiré Grégoire. Mais parlons-lui d'abord. Sans ruse. Elle mérite le respect. Bien sûr, mon chéri. Encore ce ton condescendant. Ne traîne pas. Ils n'ont pas beaucoup de place, et la liste d'attente est longue. Je les ai entendus passer au salon. Le son de la télévision, leur émission préférée qui commençait. Une soirée typique pour la famille Mercier, sauf que maintenant, je savais que mes jours ici étaient comptés. En essayant soigneusement de ne faire aucun bruit, je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Derrière la vitre, il y avait le jardin impeccable, la fierté de Tiffaine. La pelouse était parfaitement tondue. Les buissons étaient taillés, et il y avait un petit bassin avec des poissons rouges. Tout était impeccable, comme dans un magazine. Tout comme leur maison, tout comme leur vie, qui n'avait plus de place pour une vieille femme avec une hanche fragile. Il y a 10 ans, quand Hugo est mort d'une crise cardiaque, Grégoire m'avait proposé d'emménager avec eux. À l'époque, ils vivaient dans un petit appartement à Métais, et j'avais refusé. Je voulais me débrouiller seule, maintenir mon indépendance, et je l'ai fait. Mais maintenant que j'avais vraiment besoin de soutien, ils décidaient de m'envoyer dans une maison de retraite, les Pins Dorés. J'avais vu des publicités pour cet endroit, des jardins bien entretenus, un personnel amical, des programmes culturels pour les résidents. Pas un mot sur le fait que c'était essentiellement une prison pour les personnes âgées devenues un fardeau pour leur famille. Je suis retournée lentement vers le lit et je me suis assise, ramassant le livre qui était tombé. C'était un drame historique que ma meilleure amie, Arlette,
m'avait offert pour mon anniversaire. Elle était la seule personne qui m'avait rendu visite régulièrement au cours des 5 derniers mois. Nous avons besoin de place. Il vaut mieux décider maintenant. Les mots de Grégoire résonnaient dans ma tête. C'était comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait jeter pour faire de la place à un nouveau canapé. J'ai essayé de me souvenir quand ma relation avec mon fils était devenue si formelle. Quand il avait cessé d'appeler juste pour discuter, et avait commencé à n'appeler que pour les fêtes ou quand il avait besoin de quelque chose. C'est probablement arrivé progressivement, imperceptiblement. D'abord, il a épousé Tiphaine, une fille ambitieuse avec un diplôme en logistique et des plans pour un grand avenir. Puis sont arrivées les filles, Chloé, maintenant 12 ans, et Fiona, qui venait d'avoir 9 ans. Puis ils ont acheté cette maison en banlieue d'Annecy, avec de bonnes écoles à proximité et une vue sur le lac. Et je suis restée seule dans la maison que je partageais avec Hugo, travaillant jusqu'à ma retraite à 65 ans. Même après ça, j'ai continué à prendre des contrats privés, non pas pour l'argent, mais parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans travail, sans le sentiment d'avoir réparé quelque chose, rendu le monde un peu meilleur. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. Non, je n'allais pas me laisser abattre. Je ne les laisserais pas voir à quel point ça faisait mal. Evelyne Mercier n'avait jamais été une pleurnicheuse. Même à l'enterrement d'Hugo, j'avais tenu bon, ne laissant le chagrin m'envahir qu'une fois tout le monde parti. Demain, je serai moi-même, comme d'habitude. Je préparerai le petit déjeuner pour les filles et les aiderai à se préparer pour l'école. Je parlerai à Tiphaine de son projet au travail. Elle coordonne des livraisons d'équipements médicaux et travaille sur un contrat important en ce moment. Je ferai semblant de n'avoir rien entendu. Et puis je devrai décider quoi faire. Parce que Tiphaine a raison sur un point. Je ne peux pas rester ici pour toujours. Mais une maison de retraite? Jamais de la vie. Dehors, il a commencé à pleuvoir, une légère bruine typique du début de l'automne en Haute-Savoie. J'ai regardé les gouttes de pluie couler sur la vitre, formant des motifs complexes, et j'ai pensé à ma maison. Je me demande dans quel état elle est en ce moment. Le toit a-t-il fui? Des souris sont-elles entrées? J'étais censée y jeter un œil au moins une fois par mois. Mais avec ce traumatisme, j'ai entendu Grégoire rire en bas. Il riait toujours aux blagues stupides des séries télé. Avant, je savais tout ce qui le faisait rire, ce qui le mettait en colère, ce dont il rêvait. Maintenant, il était presque un étranger. Un homme qui décide d'envoyer sa mère dans une maison de retraite parce qu'il a besoin de place. Je me suis allongée sur le lit sans me déshabiller et j'ai tiré la couverture jusqu'à mon menton. Le sommeil ne viendrait pas. Des fragments de la conversation que j'avais entendue tourbillonnaient dans ma tête, se mêlant à des souvenirs. Grégoire a 5 ans sur son premier vélo. Grégoire a 14 ans, un adolescent maussade se disputant avec son père à propos du couvre-feu. Grégoire a 22 ans dans sa toge de diplômé en ingénierie. Grégoire a 30 ans menant Tiphaine à l'hôtel. Et maintenant Grégoire a 42 ans, planifiant de se débarrasser de sa mère. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à fixer le plafond. Les sons étouffés de la télé se faisaient encore entendre d'en bas quand j'ai finalement pris ma décision. Je n'allais pas attendre qu'ils rassemblent leur courage pour m'annoncer leur plan. Je ne les laisserai pas décider de mon sort. C'est moi qui déciderai de la suite. Parce que malgré ma hanche fragile et mes 67 ans, je suis toujours Evelyne Mercier, et j'ai toujours choisi mon propre chemin. Le matin a commencé comme d'habitude. Je me suis réveillée à 6h30, comme je le faisais depuis de nombreuses années. Quand on travaille sur des unités de réfrigération, il faut souvent partir tôt. Personne ne veut que la viande ou le lait tourne à cause d'un compresseur cassé. Cette habitude m'est restée même après ma retraite. Je suis restée allongée à fixer le plafond et, pendant un instant, j'ai oublié la conversation entendue la veille. Puis les souvenirs ont afflué et j'ai senti une boule dans ma gorge. Mais les larmes n'y changeraient rien. J'ai pris une profonde inspiration, expiré, et me suis forcée à me lever. Ma hanche me faisait mal, comme toujours le matin. J'ai fait soigneusement quelques exercices prescrits par mon kinésithérapeute. Mouvements circulaires lents, étirements, légère flexion en me tenant au dossier d'une chaise. Quand la douleur s'est un peu calmée, je me suis habillée, un simple pantalon en coton et une chemise ample, ma tenue habituelle à la maison, et je suis descendue. Tiphaine s'affairait déjà dans la cuisine, dans son tailleur impeccable et avec sa coiffure parfaite. Elle opérait sa magie sur la machine à café. Les filles étaient assises à table, Chloé avec un livre, Fiona jouant avec ses céréales, les étalant dans son bol plus qu'elle ne les mangeait. « Bonjour », dis-je en essayant de donner à ma voix un ton normal.
Oh, Evelyne. Tiphaine se tourna vers moi avec un sourire forcé. Tu es matinale aujourd'hui. Bien dormi? Horriblement mal, merci à toi et à mon fils, j'ai eu envie de dire. À la place, j'ai haussé les épaules. Ça va. Ma hanche est un peu douloureuse, mais c'est normal. Fiona leva les yeux. Mamie, tu peux venir me chercher à l'école aujourd'hui? On a une journée courte à cause d'une réunion de professeurs. Bien sûr, ma chérie. Je lui ai ébouriffé les cheveux, attachés en une queue de cheval désordonnée. À quelle heure dois-je venir te chercher? À 12h30, sourit-elle, montrant un espace entre ses dents de devant. Et on pourra aller au parc? Je veux te montrer les nouveaux insectes que j'ai trouvés. Fiona était fascinée par les insectes depuis l'âge de 6 ans. Elle avait toute une collection dans des boîtes en plastique. Coléoptères, papillons, araignées. Tiphaine ne supportait pas ce hobby, mais elle tolérait parce que la petite avait d'excellentes notes en sciences. Tiphaine, ça ne te dérange pas? J'ai regardé ma belle-fille, connaissant d'avance la réponse. En fait, elle a fait une pause, jetant un coup d'œil à sa montre. J'ai une réunion importante avec des fournisseurs à 15 heures. J'avais prévu que tu récupères Fiona et que vous rentriez directement à la maison. J'ai besoin que tu prépares le dîner, Evelyne. Grégoire rentrera tard. J'ai serré les dents. Elle avait tout planifié. Bien sûr, qu'elle l'avait planifié. Toute la maison fonctionnait selon l'emploi du temps de Tiphaine, y compris moi. D'accord, ai-je acquiescé. Une autre fois, Fiona. Mais, maman. A commencé la petite. Pas de mais, la coupée Tiphaine. Mamie a du mal à marcher avec sa hanche, et tu dois faire tes devoirs. J'ai vu la déception sur le visage de ma petite fille et j'ai eu envie de protester, de dire que je pouvais facilement emmener l'enfant se promener quelques heures, que ma jambe n'allait pas tomber à cause d'une petite marche. Mais je me suis tue. Je ne voulais pas commencer la journée par une dispute, surtout devant les enfants. Chloé, pose ce livre. Il est temps de se préparer. Tiphaine a pris le livre de géologie usé des mains de sa fille aînée. Tu vas rater le bus. Chloé, 12 ans, a levé les yeux au ciel, mais s'est levée docilement de table. Contrairement à sa sœur, elle était calme et sérieuse. Parfois, je la surprenais à me regarder attentivement, comme si elle essayait de résoudre une sorte d'énigme. Mais, aujourd'hui, elle m'a à peine jeté un regard, perdu dans ses propres pensées. 15 minutes plus tard, Tiphaine a emmené les filles. Chloé à l'arrêt de bus, Fiona à l'école primaire. Je suis restée seule dans la maison vide. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise à table. La maison était impeccable grâce à Tiphaine, qui ne supportait pas le désordre. Même les dessins et les bricolages des enfants avaient leur place désignée sur un tableau de liège dans le couloir. Pas d'aimant sur le réfrigérateur, pas de jouets éparpillés. Tout était à sa place, selon le plan. Quand Grégoire était petit, notre maison était différente. Elle était pleine de vie. Des cubes de construction éparpillés, des bricolages inachevés, des taches de peinture sur la table. Hugo, mon mari, n'y prêtait aucune attention. Une maison doit être un lieu de détente, disait-il. Nous travaillions tous les deux physiquement. Il était plombier, j'étais technicienne frigoriste. Nous avions assez d'ordre au travail. Je me demande ce que dirait Hugo s'il voyait son fils maintenant. Grégoire, qui était devenu si correct, qui gardait sa mère à la maison par sens du devoir, mais était prêt à l'envoyer dans une maison de retraite à la première occasion. J'ai fini mon café, lavé la tasse et l'ai posé sur l'égouttoir. Tiphaine n'aimait pas qu'on laisse de la vaisselle dans l'évier. Ensuite, je suis allée dans le salon et j'ai allumé la télé sur l'émission matinale que je regardais habituellement. Je faisais semblant que tout était normal, que je ne savais rien de leur plan, mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation de la veille. Les pains dorés. J'ai imaginé l'endroit. Des chambres identiques et propres, des personnes âgées en peignoir, des infirmières au sourire mielleux, des activités de groupe comme la poterie et les jeux de société, sur un horaire strict. J'ai frissonné. Non, ce n'était pas pour moi. Je préférais retourner dans ma vieille maison et risquer de me fracturer à nouveau la hanche plutôt que de m'enterrer vivante dans cette maison de retraite pour les gens mis au rebut. Un appel téléphonique a interrompu mes sombres pensées. J'ai regardé l'écran. Arlette. Ma vieille amie appelait toujours à 7 heures le mercredi, sachant que j'étais seule à la maison. Salut, ma vieille. Sa voix joyeuse a un peu remonté mon moral. Comment ça va dans ta cage dorée? Arlette n'avait jamais caché son opinion sur ma situation.
Elle pensait que j'avais abandonné mon indépendance trop facilement en emménageant chez mon fils. Arlette. Ma voix affaiblie. J'ai des ennuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue sérieuse instantanément. Ta hanche? Tu es tombée? Non, ce n'est pas physique. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai surpris une conversation entre Grégoire et Tiffany hier. Ils veulent m'envoyer dans une maison de retraite. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, ces petits salauds. L'indignation d'Arlette était si sincère que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et quand comptait-il te le dire? Ce week-end, apparemment. Tiffany a déjà choisi un endroit. Les Pins Dorés. Celui de la publicité à la télé. Vos années dorées dans un paradis de pins, a reniflé Arlette. Une chambre là-bas coûte le prix d'un appartement en centre-ville. Il prévoit d'utiliser ma pension de réversion et ma retraite, dis-je avec un sourire amer. Ils devront peut-être payer un petit supplément. Quelle générosité de leur part, a dit Arlette sarcastiquement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pour l'instant, je fais comme si je n'avais rien entendu. Mais je ne peux absolument pas rester ici. Pas maintenant que je sais ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr que tu ne peux pas. Écoute, et ta maison? Elle est toujours à toi, non? Oui, mais elle a été mise en sommeil. Je n'y suis pas allée depuis 5 mois. Et le médecin a dit que c'était trop tôt pour que je vive seule. Le médecin, a marmonné Arlette. Qu'est-ce que les médecins savent de la vie? Tu as 67 ans, pas 97. Ce n'est pas la fin du monde si tu t'es cassé la hanche. Ma sœur s'est cassé la sienne à 60 ans et elle faisait du ski 6 mois plus tard. Tout le monde n'est pas aussi solide que ta sœur, ai-je souri. Mais tu n'es pas mal non plus. Tu te souviens l'année dernière, quand on a fait une randonnée autour du lac. 20 kilomètres en une journée. La voix d'Arlette semblait confiante. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour un temps? J'ai une chambre d'amis. Tu pourras y rester jusqu'à ce que tu décides quoi faire avec ta maison. L'offre était tentante. Arlette vivait seule dans une petite maison de ville non loin du centre. Après sa retraite, elle s'était lancée dans le podcasting et avait créé sa propre émission sur les chemins de fer, qui était devenue étonnamment populaire auprès des amateurs d'histoire des transports. Elle avait toujours été excentrique, la première femme conductrice de train de notre région, mère célibataire de 2 fils qui travaillait maintenant en Alaska. Merci, Arlette, dis-je, touchée par son offre. Mais je ne veux pas être un fardeau pour toi non plus. Un fardeau? A-t-elle reniflé. Tu me prends pour qui, ta belle-fille? On est amis depuis 40 ans, Evie. Je t'ai connue quand tu transportais des unités de réfrigération jusqu'au 3e étage sans ascenseur. Je t'ai vu élever ton fils seul quand Hugo a perdu son travail et a sombré dans l'alcool pendant 6 mois. Tu ne seras jamais un fardeau pour moi. Point final. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Arlette savait toujours trouver les mots justes. J'y réfléchirai, ai-je promis. D'abord, je veux voir comment ils vont m'annoncer la nouvelle. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils voulaient dire autre chose. Oui, bien sûr, a dit Arlette avec scepticisme. Nous avons besoin de place est une phrase très ambiguë. Peut-être qu'ils voulaient dire qu'ils voulaient t'envoyer dans l'espace. J'ai ri pour la première fois depuis 24 heures. Tu es incroyable. Mais je suis honnête, a-t-elle rétorqué. Écoute, Evie, je passerai demain. Dis à ta Tiffany que nous allons voir tes orchidées. Il faut bien les vérifier pendant que tu n'es pas là. D'accord. Ai-je accepté? On passera aussi à la maison. Voir comment elle se porte. Super. Maintenant, dis-moi, comment va ta kiné? Tu fais les exercices qu'ils t'ont prescrits? Nous avons parlé pendant encore une demi-heure. Arlette m'a parlé de son nouvel épisode de podcast, de sa nièce qui venait lui rendre visite la semaine prochaine, et du chat qui avait élu domicile dans son jardin. Juste le genre de bavardage ordinaire qui m'a aidé à me changer les idées. Après notre conversation, je me sentais mieux. J'ai décidé de m'occuper en préparant quelque chose pour le dîner. J'ai ouvert le frigo et je l'ai trouvé presque vide. Juste quelques boîtes avec les restes de la veille, quelques légumes et du lait. Tiffany n'avait pas eu le temps de faire les courses. J'ai soupiré. Il faudrait que j'aille au magasin. Ce n'était pas loin, à 2 pâtés de maison, mais l'aller-retour avec des sacs pouvait être fatigant pour ma hanche. D'un autre côté,
J'avais besoin de me dégourdir les jambes, et une excuse pour sortir de la maison est toujours une bonne chose. J'ai mis une veste légère. L'automne en Haute-Savoie se faisait déjà sentir avec des journées fraîches, et je suis sortie. C'était une journée claire avec une légère brise. Les voisins avaient déjà commencé à décorer leur maison pour Halloween. Des citrouilles sur le porche, de fausses toiles d'araignées sur les buissons, des squelettes suspendus aux arbres. Tiphaine n'approuvait pas de telles décorations vulgaires. Dans leur maison, Halloween était célébré modestement. Quelques citrouilles élégantes et une couronne de feuilles d'automne sur la porte. Au supermarché, j'ai pris un chariot et j'ai lentement parcouru les allées en m'appuyant dessus. J'ai acheté un poulet, des légumes pour un ragoût, du pain frais et des fruits. J'ai aussi pris du lait pour les filles et du café, que Grégoire aime. À la caisse, je suis tombée sur Madame Dubois, ma voisine. Evelyne, comment allez-vous? Comment va votre hanche? Elle m'a examinée de la tête aux pieds. Mieux, merci. J'ai souri avec raideur. J'ai vu Tiphaine vous emmener chez le médecin la semaine dernière. Quelle belle fille attentionnée vous avez. Vous avez de la chance. Si seulement vous saviez, ai-je pensé, mais j'ai dit à voix haute, oui, elle est très attentive. Et Grégoire, comment va-t-il avec son nouveau poste? J'ai entendu dire qu'il a eu une promotion. Je me suis figée. Une promotion? Grégoire n'avait rien dit à ce sujet. Oh, oui. Il est très content, ai-je dit en essayant de paraître naturel. Il travaille beaucoup. Bien sûr, diriger tout un département, ce n'est pas une blague, a baissé la voix Madame Dubois. Est-ce vrai qu'il prévoit d'agrandir la maison? J'ai vu des maçons la semaine dernière. C'était une nouvelle pour moi. Grégoire n'avait mentionné aucun projet d'extension. Du moins, il ne m'en avait pas parlé. Oui, il discutait de quelque chose, ai-je répondu évasivement. Vous savez, une famille qui s'agrandit a besoin de plus d'espace. Bien sûr, a hoché la tête Madame Dubois. Chloé sera bientôt une adolescente. Elle aura besoin de sa propre chambre. Où logerez-vous après les travaux? Ils vont réaménager la pièce où vous vivez maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'était ça. Pas seulement, nous avons besoin de place, mais des plans de rénovation très spécifiques. Et à en juger partout, la décision de m'envoyer dans une maison de retraite avait été prise il y a longtemps, pas hier. Ils discutaient simplement de la manière de m'annoncer la nouvelle. Les plans ne sont pas encore définitifs, dis-je en essayant de garder un visage impassible. Nous discuterons de tout en famille. Bien sûr, a insisté Madame Dubois. Vous savez, ma cousine a récemment déménagé au Pin Doré. Elle dit que c'est tout simplement merveilleux là-bas. Peut-être que vous devriez y penser aussi, à votre âge. Heureusement, c'était mon tour à la caisse, et j'ai pu interrompre cette conversation désagréable. Après avoir payé mes achats, je me suis dépêchée de partir, ignorant l'invitation de Madame Dubois à prendre le T1 de séjour. Le chemin du retour m'a semblé interminable. Ma hanche me faisait mal, mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur émotionnelle. Ce n'était donc pas une décision spontanée. Ils planifiaient cela depuis longtemps. Peut-être même avant que j'emménage avec eux. Peut-être avaient-ils toujours considéré mon séjour ici comme temporaire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent une place dans une maison de retraite. Je suis entrée dans la maison, j'ai rangé les courses et je me suis assise à la table de la cuisine. Je me sentais complètement dévastée. Mon propre fils, qui avait grandi avec une mère aimante, était prêt à m'envoyer dans une maison de retraite pour une chambre supplémentaire, pour de l'espace. À 11 heures, je me suis forcée à me lever et à aller à l'école de Fiona. Le temps s'était gâté. Il avait commencé à bruiner, alors j'ai pris un parapluie. L'école était à 10 minutes à pied. En chemin, j'ai essayé de penser à ce que je dirais à mon fils et à ma belle-fille quand ils décideraient enfin de me parler de leur plan. Une partie de moi voulait faire une scène et leur dire tout ce que je pensais d'eux. Une autre partie voulait simplement partir en silence, sans rien expliquer. Fiona m'attendait à l'entrée de l'école avec les autres enfants. Quand elle m'a vue, elle a agité la main joyeusement et a couru vers moi. « Mamie, regarde ce que j'ai dessiné. » Elle m'a tendu un dessin de quelques insectes. C'est très joli, ma chérie. J'ai souri en regardant les lignes inégales. Ce sont tes insectes préférés. Oui, ça c'est un lucane cerf-volant et ça c'est un scarabée rhinocéros. Mademoiselle Wilson a dit que j'avais dessiné leurs antennes très précisément. Mademoiselle Wilson a raison. J'ai pris ma petite fille par la main. Rentrons à la maison.
Il commence à pleuvoir. Sur le chemin du retour, Fiona a bavardé sans arrêt sur l'école, sa meilleure amie Zoé et son nouveau professeur de musique qui les laissait jouer de la vraie batterie. Je l'écoutais d'une oreille distraite, hochant la tête au bon moment. Mes pensées revenaient sans cesse à ma conversation avec Madame Dubois. Quand nous sommes rentrés, Fiona a immédiatement couru dans sa chambre pour se changer, et j'ai commencé à préparer le déjeuner. Une simple salade et des sandwichs, rien de sophistiqué, mais la petite n'était pas difficile, contrairement à sa mère. Nous avons déjeuné ensemble. Ensuite, Fiona s'est mise à faire ses devoirs, et j'ai commencé à préparer le dîner. J'ai décidé de faire un ragoût de poulet, un plat que Grégoire adorait depuis son enfance. Peut-être que ça lui rappellerait comment je m'étais occupée de lui toutes ces années. Quoique, je me faisais probablement des illusions. Tiphaine est rentrée à 15 heures. Elle s'est précipitée dans la maison comme une petite tornade, a jeté son sac sur la table, a enlevé ses chaussures et a immédiatement allumé son ordinateur portable. « Comment s'est passée ta réunion ?» ai-je demandé poliment, en remuant le ragoût. « Très bien », a-t-elle répondu distraitement, fixant l'écran. « Le contrat est presque dans la poche. Juste quelques détails à régler. C'est le projet d'équipement médical. Oui, la fourniture de scanners c'était à 3 hôpitaux régionaux. C'est une grosse commande. » Elle a levé les yeux de son ordinateur et m'a regardé. « Evelyne, les maçons viennent demain. Ils vont prendre les mesures pour l'extension. » C'était le moment de vérité. J'ai fait semblant d'être surprise. Une extension ? Grégoire n'a rien dit. C'était une décision spontanée, a dit Tiphaine rapidement. Grégoire a eu une promotion au travail, alors on peut se le permettre. Chloé a besoin de sa propre chambre. Elle va bientôt devenir une adolescente. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter son explication. Et où vont-ils la construire ? Du côté de la maison, là où se trouve la roseraie maintenant, a-t-elle haussé les épaules. On devra sacrifier quelques buissons, mais que veux-tu, une famille qui s'agrandit a besoin de place. Encore cette phrase. De la place. Comme si je prenais trop de place dans leur vie. Bien sûr, dis-je en retournant à la cuisinière. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. Super. Je vais vérifier les devoirs de Fiona, a dit Tiphaine en montant à l'étage, me laissant seule dans la cuisine. Je suis restée devant la cuisinière, remuant machinalement le ragoût. Alors, les maçons venaient demain. Ça avait commencé. Bientôt, ils m'annonceraient leur décision de m'envoyer au pain doré. Ou peut-être attendaient-ils le week-end, quand Grégoire serait à la maison. C'était mon fils, après tout, et ce devrait être à lui de m'annoncer la nouvelle. Grégoire est rentré à 19 heures. Il avait l'air fatigué, mais heureux. Il a embrassé sa femme, ébouriffé les cheveux de sa fille et m'a fait un signe de tête. Nous nous sommes assis pour dîner. La famille parfaite à la table parfaite. Maman, le ragoût est excellent. Grégoire m'a souri de l'autre côté de la table. Comme quand j'étais petit. Merci, mon fils. J'ai essayé de lui sourire en retour. C'est ton préféré. Grégoire, j'ai parlé à Evelyne des maçons, a interrompu Tiphaine. Ils viennent demain à 10 heures. Oh, oui. Il a hoché la tête, continuant à manger. Maman, on a décidé de construire une extension. Les filles ont besoin de plus d'espace. Je suis déjà au courant, ai-je répondu sèchement. Félicitations pour ta promotion, au fait. Il m'a regardé, surpris. Merci. Je ne pensais pas que tu le savais. C'est Madame Dubois qui me l'a dit aujourd'hui au magasin, ai-je haussé les épaules. Elle connaît toutes les nouvelles. Oh, cette Madame Dubois, a grimacé Tiphaine. Elle fourre toujours son nez partout. Elle a aussi dit que sa cousine a récemment déménagé au Pain Doré. J'ai observé attentivement les réactions de Tiphaine et Grégoire. Elle dit que c'est très bien là-bas. Tiphaine s'est figée, la fourchette à la main. Grégoire a toussé, essayant de cacher son embarras. Vraiment ? A finalement réussi à dire Tiphaine. Comme c'est intéressant. Oui, elle l'a chaudement recommandé, ai-je continué comme si de rien n'était. Pour les gens de mon âge. Maman, a commencé Grégoire, mais Tiphaine l'a interrompu. Evelyne, on allait justement t'en parler ce week-end, mais puisque le sujet est sur la table. Tiphaine, pas maintenant. Grégoire a jeté un regard rapide à ses filles, qui écoutaient attentivement la conversation.
Les enfants, celui qui a fini de dîner peut aller regarder les dessins animés. Chloé s'est levée de table. J'ai fini. Allons-y, Fiona. Mais je n'ai pas fini, a protesté la plus jeune. Fiona, la voix de Tiphaine a pris un ton d'acier. Va avec ta sœur. Les adultes doivent parler. Fiona a fait la moue, mais s'est levée docilement et a suivi sa sœur dans le salon. Dès que les enfants sont partis, Tiphaine s'est tournée vers moi. Alors, tu es déjà au courant pour les pins dorés. Seulement que c'est un endroit très agréable pour les gens de mon âge, dis-je en gardant ma voix calme. Et que vous vouliez m'en parler. Maman, Grégoire a posé sa fourchette. Nous voulions vraiment discuter avec toi de la possibilité d'emménager dans un établissement spécialisé. Temporairement, bien sûr, pendant les travaux. Temporairement. Ai-je répété. Donc, après les travaux, je peux revenir. Grégoire et Tiphaine ont échangé un regard rapide. J'ai vu mon fils déglutir avant de répondre. Eh bien, tu vois, maman, après les travaux, la disposition de la maison va changer. Ta chambre actuelle deviendra une partie de la nouvelle chambre de Chloé, et nous n'aurons pas d'autre chambre d'amis. Je pourrais dormir sur le canapé du salon, dis-je, sachant pertinemment que la suggestion serait rejetée. Evelyne, a commencé Tiphaine doucement, mais je pouvais entendre l'irritation dans sa voix. Tu comprends que ce n'est pas une option. Avec ta hanche, tu as besoin d'un vrai lit et d'un peu d'intimité. Au pain doré, tu auras ta propre chambre, des soins médicaux, des compagnons de ton âge. Combien ça coûtera? Ai-je interrompu. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. Grégoire a essayé de me prendre la main, mais je me suis retirée. On a tout prévu. Ta retraite et ta mutuelle devraient suffire, et si besoin, on aidera. Quelle générosité de votre part. Je n'ai pas pu retenir le sarcasme. Et quand comptiez-vous m'en parler? Ce week-end. Grégoire avait l'air coupable. On voulait y aller ensemble. Te montrer quel bel endroit c'est. Je préférerais retourner dans ma maison, dis-je fermement. Mais c'est impossible, s'est exclamé Tiphaine. Ta maison est fermée depuis 5 mois. Elle est probablement humide et moisie, et le médecin a dit qu'il était trop tôt pour que tu vives seule. Le médecin a dit ça il y a 3 mois. Ai-je objecté? Mon état s'est considérablement amélioré depuis. Maman, sois raisonnable, a soupiré Grégoire. Tu ne peux pas vivre seule dans cette vieille maison. Et comme tu le vois, on ne peut pas te garder ici. Les pins dorés est la meilleure option. Meilleure pour qui? Pour vous ou pour moi? J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Vous avez déjà tout décidé sans moi. Vous avez trouvé un endroit, calculé mon argent. Peut-être avez-vous déjà fait mes valises. Evelyne, tu exagères, Tiphaine a pincé les lèvres. Nous explorions juste des options. La décision finale t'appartient, bien sûr. Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Ils avaient déjà pris leur décision finale. Tout le reste n'était qu'une formalité pour me donner l'impression d'avoir le choix. J'y réfléchirai, ai-je dit finalement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais dans ma chambre. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je me suis levée de table, ignorant la douleur dans ma hanche. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point j'avais du mal à marcher. Cela ne ferait que confirmer leur conviction que je ne pouvais pas vivre seule. Maman, a commencé Grégoire, mais j'ai secoué la tête. Pas maintenant, Grégoire. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Puis je me suis assise sur mon lit, sentant mes mains trembler. C'était encore pire que ce que je pensais. Ils ne discutaient pas seulement de la possibilité de m'envoyer dans une maison de retraite. Ils avaient déjà décidé. Ils avaient choisi un endroit, calculé les coûts et planifié la rénovation de ma chambre. Et tout ça dans mon dos. Rénovation. Les maçons arriveraient demain. Cela signifiait que j'avais très peu de temps pour décider. Une fois les travaux commencés, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je serais envoyée au pain doré, très probablement pour de bon. Cette pensée m'a fait paniquer. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je devais agir, et vite. D'abord, je devais appeler Arlette. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé son numéro. Elle a répondu après la 2e sonnerie. Evie, qu'est-ce qui ne va pas? Arlette, j'ai besoin de ton aide, ai-je murmuré, craignant d'être entendue. Peux-tu venir tôt demain, avant 10 heures? Bien sûr. Elle n'a même pas demandé pourquoi.
Je serai là à 9 heures. C'est grave. Oui. Les maçons viennent demain pour prendre les mesures pour la rénovation. Ils vont réaménager ma chambre pour Chloé. Et toi, où vas-tu? Au Pain Doré, dis-je avec un sourire amer. Ils viennent de me le dire. Ou plutôt, je les ai forcés à l'admettre quand j'en ai parlé au dîner. C'est salaud, a dit Arlette, sans cacher son indignation. D'accord, je viendrai. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas encore, mais je n'irai pas dans cette maison de retraite, ça c'est sûr, dis-je avec détermination. Peut-être que je resterai chez toi un moment, comme tu l'as suggéré. Puis je retournerai dans ma maison. C'est une excellente idée. Je t'aiderai à faire tes bagages. Merci, Arlette. Tu es une véritable amie. Bien sûr, a-t-elle reniflé. Prends soin de toi. À demain. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait déjà nuit et les gouttes de pluie tombaient à la lumière des lampadaires. L'automne en Haute-Savoie est une période de changement. Les feuilles changent de couleur. Les jours raccourcissent. Et la nature se prépare pour l'hiver. Peut-être qu'il était temps pour moi de changer aussi. J'ai commencé à passer mentalement en revue ce que je devais emporter. Quelques vêtements, des médicaments, des photos. Je n'avais pas emporté grand-chose chez mon fils. La plus grande partie de ma vie était encore dans ma propre maison, mise en sommeil, mais toujours mienne. En bas, j'entendais les voix étouffées de Grégoire et Tiphaine. Ils se disputaient probablement sur ce qu'il fallait faire de moi. Tiphaine insistait sans doute pour que je déménage au Pain Doré le plus tôt possible, et Grégoire hésitait probablement, mais je savais qu'à la fin, il céderait, comme toujours. Mon fils n'était pas de taille face à l'assurance de sa femme. Je me suis couchée sans me déshabiller. Le sommeil ne viendrait pas. Des fragments de la conversation d'aujourd'hui tourbillonnaient dans ma tête, se mêlant aux souvenirs du petit. Grégoire me serrant dans ses bras et disant qu'il ne me quitterait jamais. Les enfants grandissent. Leurs promesses sont oubliées. La vie continue. Mais une chose dont j'étais sûre, c'est que je ne les laisserai pas décider de mon sort. Je ne les laisserai pas m'envoyer dans une maison de retraite comme une chose inutile pour faire de la place pour des rénovations. J'étais toujours Evelyne Mercier, la femme qui avait passé 40 ans à réparer les unités de réfrigération les plus compliquées, et je trouverais un moyen de réparer ma vie. La pluie continuait de tambouriner sur les fenêtres, et la maison est tombée dans le silence. La famille Mercier se préparait à dormir, ignorant que leur plan était sur le point de changer. Car demain, un invité non désiré arriverait chez eux, des ouvriers du bâtiment qui commenceraient à transformer ma chambre en chambre pour Chloé. Et cette rénovation serait le catalyseur de ma propre libération. Arlette est arrivée à 9 heures précises, comme promis. Je l'attendais déjà à la fenêtre, surveillant la rue. Le petit déjeuner avait été tendu et silencieux. Tiphaine faisait comme si de rien n'était. Grégoire évitait mon regard, et les filles, sentant la tension, étaient restées silencieuses elles aussi. Dès que Tiphaine a emmené les enfants à l'école, j'ai commencé à emballer les articles les plus essentiels dans un petit sac. Quand la sonnette a retenti, j'étais prête. En ouvrant la porte, j'ai vu Arlette, portant son béret caractéristique et un large sourire aux lèvres. « Prête à t'enfuir » a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. « Ce n'est pas une fuite, ai-je protesté. Juste une retraite stratégique. »« Comme tu voudras » a-t-elle cligné de l'œil. « Ta vieille bagnole est dans le garage. » Arlette faisait référence à ma vieille Ford, qui était garée dans le garage de Grégoire depuis mon emménagement. Je n'avais pas conduit depuis ma blessure à la hanche, même si le médecin avait dit que je pouvais le faire après 3 mois de convalescence. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle démarre. C'est pour ça que j'ai amené Brian. Arlette a fait un signe de tête vers la rue où une camionnette était garée sur le trottoir, avec un jeune homme à côté, tenant des outils. C'est mon voisin, un mécanicien. Il jettera un coup d'œil à ta voiture pendant que nous emballons. J'ai été touchée par sa prévenance. Arlette avait toujours le don de penser à tout. Merci, j'ai serré sa main. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, arrête, a-t-elle balayé d'un geste de la main. Fais voir ce que tu as emballé. Nous sommes montés dans ma chambre où un petit sac avec des vêtements, des documents et des photos était posé sur le lit. Arlette y a jeté un regard critique. C'est tout? Où sont tes outils? Chez moi, dans le garage, s'ils y sont encore. On vérifiera, c'est sûr, a acquiescé Arlette. Et l'argent? Tu as accès à tes comptes? J'ai hoché la tête.
Oui, j'ai ma carte avec moi et autre chose. Je suis allée à la commode et j'ai tiré le tiroir du bas. Sous une pile de pulls se trouvait un livre usé. Un vieil exemplaire de Moby Dick qu'Hugo m'avait offert pour notre premier anniversaire. Je l'ai ouvert. Les pages avaient été découpées pour former un compartiment secret qui contenait une liasse de billets. Waouh! Les yeux d'Arlette se sont agrandis. Il y a combien là-dedans? 5 000 €, j'ai haussé les épaules. Le reste de mes derniers contrats avant ma blessure. J'ai toujours gardé un peu d'argent liquide pour les coups durs. Tu as bien fait, a acquiescé Arlette avec respect. Donc, on n'a pas de problème d'argent. Du moins, pas pour l'instant. J'ai mis l'argent dans mon sac et l'ai fermé. Maintenant, il faut juste que j'écrive un mot, dis-je en sortant un bloc-notes et un stylo. Tu es sûr de vouloir faire ça? Arlette a froncé les sourcils. On pourrait juste partir et les laisser s'inquiéter. J'ai secoué la tête. Non, ce ne serait pas juste. Quoi que je pense de leur décision, je ne veux pas les faire s'inquiéter. J'ai rapidement écrit un court mot. Grégoire et Tiphaine, j'ai décidé de rentrer chez moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout ira bien. Je vous suis reconnaissante pour vos soins ces derniers mois, mais je ne peux pas et ne veux pas déménager dans une maison de retraite. Mon amie Arlette sera avec moi au début. Maman. J'ai laissé le mot sur la table de la cuisine où Tiphaine le verrait certainement en rentrant du travail. D'ici là, Arlette et moi serions loin. Brian a rapidement vérifié ma Ford et m'a assuré que tout allait bien, juste une batterie à plat. Il en a installé une nouvelle, a vérifié l'huile et l'essence, et en une demi-heure, la voiture était prête à partir. Merci, jeune homme, dis-je en lui tendant un billet de 20 €, mais il a refusé. Pas la peine, Madame Mercier. Arlette a déjà payé. A-t-il souri? Bonne route. Nous avons quitté le garage de Grégoire à 10h30, juste au moment où une camionnette avec des ouvriers s'arrêtait devant la maison. Je les ai vus commencer à décharger leurs outils. La rénovation commençait, mais je ne serai pas là pour la voir. On va où en premier? A demandé Arlette depuis le siège passager. Chez moi, dis-je fermement. Je dois voir dans quel état elle est. Le trajet jusqu'à ma vieille maison a duré environ 20 minutes. Elle se trouvait en périphérie de la ville, une petite maison de plain-pied avec un garage et un jardin. Quand nous sommes arrivés, mon cœur s'est serré. La maison avait l'air abandonnée. Le jardin était en friche. La peinture du porche s'écaillait, et les volets étaient fermés. On dirait que personne n'est venu ici depuis un moment, a remarqué Arlette en sortant de la voiture. 5 mois, ai-je soupiré. Grégoire avait promis de vérifier au moins une fois par mois, mais je suppose qu'il a oublié. J'ai sorti les clés de mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Mes mains tremblaient un peu, comme si je retournais dans la maison d'un étranger, pas la mienne. La serrure était difficile à tourner, mais finalement, la porte s'est ouverte avec un long grincement. À l'intérieur, ça sentait le renfermé et l'humidité. Nous avons ouvert les volets, laissant entrer la lumière et l'air frais. La poussière recouvrait toutes les surfaces. Il y avait des traces de souris sur le sol et une toile d'araignée recouvrait un lampadaire dans le coin du salon. Bon, ça aurait pu être pire, a dit Arlette avec optimisme en regardant autour d'elle. Pas de fuite, pas de moisissure, juste un bon coup de propre à donner. J'ai hoché la tête, regardant ma maison. Les meubles étaient à leur place, recouverts de draps pour les protéger de la poussière. J'en ai retiré un du canapé et je me suis assise, soulagée. J'étais chez moi. L'eau et l'électricité sont coupées, me suis-je souvenu. Il va falloir que j'appelle pour les faire remettre en service. Je m'en occupe, a dit Arlette en sortant son téléphone. Toi, regarde autour de toi et assure-toi que tout est en place. Pendant qu'Arlette appelait les compagnies de service public, j'ai fait le tour de la maison. 3 petites pièces, une chambre, un salon et une cuisine combinée avec une salle à manger. Une salle de bain avec une douche et un petit débarras. Rien de superflu, mais c'était tout à moi. Chaque coin recelait des souvenirs. C'est ici qu'Hugo et moi avons célébré notre pendaison de crémaillère il y a 30 ans. C'est ici que Grégoire a grandi. C'est ici que je suis restée seule après la mort de mon mari. Dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire. Mes vêtements étaient suspendus sur des cintres, soigneusement emballés dans des housses. Sur la commode, il y avait des photos. Hugo le jour de notre mariage. Grégoire dans sa toge de diplômé. Chloé nouveau-née dans les bras de ses heureux parents. La vie figée dans des cadres. Dans le garage, j'ai retrouvé mes outils, tous à leur place, bien que couverts de poussière.
Une boîte de clés, un jeu de tournevis, un fer à souder, un multimètre pour tester les circuits électriques. Les outils de mon métier, technicienne frigoriste, une profession qui a été ma vie pendant 40 ans. Arlette m'a trouvé là, en train de trier les outils. L'eau sera remise cet après-midi et l'électricité aussi, a-t-elle dit. J'ai pris des dispositions, je leur ai dit que c'était urgent. Merci. J'ai souri avec reconnaissance. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Ne dis pas de bêtises, a-t-elle balayé de la main. Tu aurais fait la même chose pour moi. Maintenant, réfléchissons à la suite. On ne peut pas vivre ici pour l'instant. Il n'y a ni eau ni électricité. Allons chez moi, déjeunons, et tu pourras rester chez moi quelques jours jusqu'à ce que tout soit connecté. J'ai accepté. Nous avons fermé la maison à clé et nous sommes allés chez Arlette. En chemin, elle a suggéré « Arrêtons-nous à la quincaillerie. Tu auras besoin de produits de nettoyage, de nouvelles ampoules, peut-être de quelques outils pour de petites réparations. » Bonne idée, ai-je acquiescé. J'en profiterai pour faire quelques courses. La quincaillerie Blanchard, a suggéré Arlette. Ce n'est pas loin de chez moi. J'ai hoché la tête. La quincaillerie Blanchard était un petit magasin familial qui vendait de tout, des clous aux outils de jardin. J'y achetais souvent des fournitures avant ma retraite. Le magasin n'avait pas beaucoup changé depuis ma dernière visite. Les mêmes rangées d'outils, les mêmes étagères en bois avec des pots de peinture, la même odeur d'huile de machine et de bois frais. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé avec une barbe grise et une chemise à carreaux. Bastien Blanchard, le propriétaire. Évelyne Mercier, s'est-il exclamé en me voyant. Ça fait un bail. J'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital. Bonjour, Bastien, je lui ai souri. Oui, je me suis cassé la hanche il y a 5 mois, mais je suis presque complètement remise maintenant. Je suis content de l'entendre, a-t-il souri sincèrement. J'ai besoin de vous. J'ai quelques réfrigérateurs qui ont besoin d'être réparés. Les clients demandent quand vous reviendrez. Je l'ai regardé, surprise. Vraiment? Ils se souviennent encore de moi? Vous plaisantez? A reniflé Bastien. Vous êtes la meilleure réparatrice de frigo des 3 départements. Personne ne veut avoir affaire à ces débutants du centre de service. Tout ce qu'ils savent faire, c'est remplacer des pièces. Ils ne savent pas vraiment réparer quoi que ce soit. J'ai senti une bouffée de fierté. Ils se souvenaient de moi. Ils m'attendaient. On avait encore besoin de moi. Je reprends tout juste le travail, dis-je, surprise par mes propres mots. Mais d'abord, je dois nettoyer la maison. Personne n'y a vécu depuis 5 mois. Je comprends, a acquiescé Bastien. De quoi avez-vous besoin? Produits de nettoyage, outils. Arlette et moi avons rempli un chariot de tout ce dont nous avions besoin, d'une serpillière à un jeu de tournevis. Quand nous sommes arrivés à la caisse, Bastien a dit « Écoutez, Évelyne, j'ai une proposition. Vous vous souvenez de l'appartement au-dessus du magasin? Je l'ai loué au Peterson pendant que leur maison était en réparation après l'incendie. Je me souviens, ai-je hoché la tête. Et alors? Il est disponible maintenant. Il est petit mais propre. Une chambre, cuisine, salle de bain. Si vous avez besoin d'un endroit où rester pendant que vous réparez votre maison, vous pouvez y séjourner. Je l'ai regardé, surprise. C'est une offre très généreuse, Bastien. Combien demandez-vous pour le loyer? Il s'est gratté la barbe. Eh bien, en fait, je le loue 600 € par mois, mais je peux vous le louer pour 400. Oh. Il a fait une pause. On peut s'arranger. Vous m'aidez à réparer les réfrigérateurs, et je vous fais une réduction sur le loyer. Qu'en dites-vous? J'ai jeté un coup d'œil à Arlette. C'était une offre inattendue mais très tentante. Un appartement au-dessus d'un magasin en centre-ville. L'opportunité de travailler à nouveau et d'économiser sur le loyer. On peut voir l'appartement? Ai-je demandé. Bien sûr. Bastien s'est tourné vers un jeune homme qui remplissait les étagères. Jake, garde un œil sur le magasin. Je vais montrer l'appartement à Madame Mercier. Nous avons monté un escalier étroit à l'arrière du magasin. L'appartement était mieux que ce à quoi je m'attendais, lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur la rue principale. Le mobilier était simple mais solide. Un lit, une commode, une table, des chaises et un canapé. La cuisine avait une cuisinière, un réfrigérateur et un micro-ondes. La salle de bain avait une douche avec des barres d'appui, ce qui était particulièrement important pour moi avec ma hanche fragile. Alors,
a demandé Bastien quand nous avons fini de regarder l'appartement. Très agréable, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir commencer à travailler tout de suite. Je dois d'abord remettre ma maison en ordre, régler mes papiers. Pas de précipitation, m'a rassuré Bastien. Emménagez quand vous serez prête. L'appartement est vide de toute façon. On verra pour le travail plus tard. J'ai quelques commandes simples. Des réfrigérateurs domestiques, rien d'industriel. Vous pouvez commencer par ça et voir comment ça se passe. Cela semblait raisonnable. Je pouvais vivre ici pendant que je remettais ma maison en ordre et voir si je pouvais travailler à nouveau avec ma hanche rétablie, mais toujours pas parfaite. Marché conclu, dis-je en tendant la main à Bastien. Quand puis-je emménager? Aujourd'hui, si vous voulez, a-t-il dit en me serrant la main avec sa grande paume calleuse. Je vous donne les clés, et vous remplirez les papiers quand vous serez prête. Bastien s'est avéré non seulement généreux, mais aussi confiant, une qualité rare de nos jours. Nous sommes retournés au magasin, où Bastien m'a donné les clés de l'appartement et a refusé de prendre de l'argent pour les courses. Mettez ça sur votre note. Vous me paierez quand vous commencerez à travailler. Après le magasin, Arlette et moi sommes allés chez elle. Sa maison de ville était confortable et un peu excentrique, tout comme elle. Il y avait des photos de trains, des modèles réduits de locomotives et des livres sur les chemins de fer partout. Dans le coin du salon se trouvait un microphone professionnel pour enregistrer ses podcasts. Mets-toi à l'aise, a dit Arlette en désignant la chambre d'amis. Je prépare le dîner et ensuite on verra ce qu'on fait. Pendant le dîner, un simple mais délicieux gratin de thon, nous avons discuté d'un plan d'action. Alors, a dit Arlette en comptant sur ses doigts. Tu as de l'argent, un endroit où loger et un travail potentiel. Pas mal pour ton premier jour de liberté. J'ai souri. Oui, j'ai eu de la chance avec Bastien. Je ne pensais pas qu'il me proposerait un appartement. Il t'a toujours bien traité, a remarqué Arlette avec un sourire malicieux. Tu te souviens comment il t'invitait à prendre un café chaque fois que tu passais prendre tes outils? J'ai senti que je rougissais. Il est juste poli. Oui, surtout avec les jolies veuves aux mains en or, a cligné de l'œil Arlette. Je ne pensais pas qu'on pouvait flirter à 70 ans. Arlette, je lui ai tapé gentiment la main. Arrête. Je ne suis pas d'humeur à la romance en ce moment. Je dois décider quoi faire de la maison. D'accord, d'accord. Elle a levé les mains en signe de reddition. Pour la maison, tu as plusieurs options. Tu pourrais la vendre et acheter un appartement plus petit, ou tu pourrais la louer et vivre des loyers. J'y ai pensé. Vendre la maison où j'avais vécu pendant 30 ans, où chaque coin me rappelait Hugo, Grégoire, notre vie de famille. Mais d'un autre côté, la maison nécessitait un entretien constant. Le toit, le jardin, le chauffage en hiver. Avec ma hanche, ce serait peut-être trop. Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Je dois d'abord la remettre en état, puis décider. Peut-être que je pourrais y vivre. Ou peut-être que tu as raison, et qu'il vaut mieux vendre. Ne te précipite pas pour prendre une décision, a conseillé Arlette. Installe-toi d'abord dans l'appartement de Bastien. Vois comment le travail se passe, puis tu pourras décider quoi faire de la maison. C'était un conseil judicieux. J'ai hoché la tête. Je ferai ça. Merci, Arlette. De rien, a-t-elle souri. Maintenant, pensons à ce qu'il faut faire pour Grégoire. Il a dû trouver ton mot maintenant et être mort d'inquiétude. J'ai soupiré. Oui, je devrais l'appeler, mais pas maintenant. Laissons-le s'inquiéter un peu. Peut-être que ça le fera réfléchir à son comportement. Dur, mais juste, a acquiescé Arlette avec approbation. Alors occupons-nous de tes finances. Tu dois vérifier tes comptes pour t'assurer que tu as accès à tout ton argent. Nous avons passé le reste de la journée à régler mes finances. J'avais un compte principal où ma pension était versée et un compte d'épargne avec une petite somme mise de côté pour les coups durs. J'avais aussi quelques actions de l'entreprise où je travaillais, pas beaucoup, mais elles rapportaient un petit dividende. Dans l'ensemble, j'avais assez d'argent pour vivre modestement, surtout si je pouvais prendre quelques contrats supplémentaires pour réparer des réfrigérateurs. Le soir, alors que nous dînions, mon téléphone a sonné. C'était Grégoire. J'ai montré l'écran à Arlette et elle a hoché la tête. Il est temps de parler à ton fils. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Oui, Grégoire. Maman. Sa voix semblait à la fois soulagée et en colère. Où es-tu?
J'ai essayé de te joindre toute la journée. On est mort d'inquiétude. Je t'ai laissé un mot, ai-je répondu calmement. Je suis chez Arlette. Tout va bien. Bien. Sa voix s'est élevée. Tu as disparu sans un mot. Les maçons sont arrivés et tu n'étais pas là. Tiphaine a failli avoir une crise cardiaque. Pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi, mais parce que ses plans étaient ruinés, ai-je pensé, mais j'ai dit à voix haute. J'ai écrit dans le mot que je rentrais chez moi. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, Grégoire. Et je n'irai pas. Maman, sa voix est devenue persuasive. On t'a expliqué que c'est temporaire, le temps des travaux. Ne me mens pas, les jeux interrompus. J'ai entendu votre conversation avec Tiphaine. Vous aviez l'intention de m'y envoyer définitivement pour faire de la place pour Chloé. Silence à l'autre bout du fil. Alors, tu écoutais aux portes. Je vous ai entendu par hasard. Ai-je corrigé? Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous avez tout décidé dans mon dos. Vous ne m'avez même pas consulté. On voulait ce qu'il y a de mieux pour toi. Sa voix semblait blessée. Tu as besoin de soins, d'une attention médicale. J'ai 67 ans, pas 97. J'ai répété les mots d'Arlette. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. J'ai une maison, une pension. Et j'ai même trouvé un travail. Un travail? A demandé Grégoire, incrédule. Quel genre de travail? Bastien Blanchard m'a proposé de réparer quelques réfrigérateurs. Il dit que ses clients me demandent. Maman, ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas retourner travailler comme technicienne avec ta hanche. C'est ma décision, dis-je fermement. Je resterai chez Arlette jusqu'à ce que ma maison soit en ordre. Ou peut-être que je louerai un appartement. Quoi qu'il en soit, je ne reviendrai pas chez vous et je n'irai pas dans une maison de retraite. Écoute. A commencé Grégoire, mais je l'ai interrompu. Non, toi, écoute. Je vous suis reconnaissante, à toi et à Tiphaine, de m'avoir accueillie après mon accident. Mais maintenant je veux reprendre ma vie normale, ma vie, et j'espère que vous respecterez ma décision. Un lourd soupir à l'autre bout du fil. D'accord, maman, si c'est ce que tu as décidé. Mais promets-moi d'être prudente et de nous laisser t'aider si tu en as besoin. Promis, dis-je en m'adoucissant. Et je serai heureuse de voir mes petites filles si elles veulent me rendre visite. Bien sûr, a accepté Grégoire rapidement. Tu leur manques, surtout à Fiona. Nous avons parlé un peu plus des filles, de son travail, de mes projets. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie soulagée. La première conversation difficile était terminée. Alors, a demandé Arlette. Mieux que ce que j'espérais, ai-je admis. Il n'a pas insisté pour la maison de retraite. Il a même proposé de m'aider. Tu vois, parfois il suffit de donner le choix aux gens, a cligné de l'œil Arlette. Maintenant, pensons à demain. Il faudra aller chez toi pour vérifier si l'eau et l'électricité sont remises. Commencer le nettoyage. J'ai hoché la tête, me sentant fatiguée par cette journée chargée. Oui, et il faut appeler la mutuelle pour s'informer sur l'assurance maladie et passer à la banque pour vérifier les comptes. La liste des choses à faire s'allonge, a remarqué Arlette. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que tu reprends une vie normale. J'ai souri. Oui. Ma vie. Pas celle que Grégoire et Tiphaine avaient prévue pour moi. Nous avons bu notre tisane, regardant la ville nocturne par la fenêtre de la cuisine d'Arlette. Je ressentais un étrange mélange d'émotions, fatigue, soulagement, anxiété et espoir. L'espoir de pouvoir commencer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre dans lequel je prenais mes propres décisions. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans rêve. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle de ma vie. J'avais un plan. Peut-être pas parfait, peut-être risqué, mais c'était le mien. Un plan B pour une femme qu'on avait mise au rebut. Et j'étais déterminée à prouver qu'à 67 ans, la vie ne faisait que commencer. J'ai passé 3 jours chez Arlette à mettre mes affaires en ordre. Nous sommes allés à ma maison, où l'eau et l'électricité avaient déjà été remises, et nous avons commencé un grand nettoyage. C'était un travail difficile, essuyer des mois de poussière, aérer les pièces, récurer la cuisine. Ma hanche me faisait mal à cause de cet effort inhabituel, mais je ne me suis pas plainte. C'était une douleur agréable, la douleur du retour à la vie normale. À la banque, j'ai vérifié mes comptes et je me suis assurée que tout était en ordre. La compagnie d'assurance a confirmé que ma mutuelle était valide et que je pouvais consulter n'importe quel médecin du réseau.
Je suis même passée à la caisse de retraite pour changer mon adresse postale. Le 4e jour, j'ai décidé de passer chez Grégoire pour récupérer le reste de mes affaires et parler à mes petites filles. Arlette et moi sommes arrivés chez eux après le déjeuner, au moment où les enfants devaient rentrer de l'école. Tiphaine a ouvert la porte avec une expression tendue. Evelyne, Arlette, a-t-elle acquiescé en nous laissant entrer. Grégoire a dit que vous veniez. Bonjour, Tiphaine, dis-je en essayant d'être poli. Je viens juste chercher le reste de mes affaires et voir les filles. Elles sont encore à l'école, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à sa montre. Elles seront à la maison dans une demi-heure. Entrez. Nous sommes entrés dans le salon. La maison avait l'air différente. Il y avait des échantillons de papier peint et des catalogues de meubles dans un coin, et des plans étaient étalés sur la table. La rénovation était en plein essor. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps, ai-je remarqué en désignant les plans. Oui, le maçon a commencé le lendemain de votre départ. Tiphaine a pincé les lèvres. Grégoire est en haut en train de faire tes cartons. Je les ferai. Moi-même, ai-je objecté et je me suis dirigée vers les escaliers. En montant dans l'ancienne chambre d'amis, j'ai vu Grégoire mettre mes livres dans une boîte en carton. Il s'est retourné au son de mes pas. Maman. Il s'est approché et m'a serré maladroitement dans ses bras. Comment vas-tu? Je vais bien, mon fils. Je lui ai tapoté le dos. Je me débrouille. Arlette est avec toi. Oui, elle est en bas. J'ai regardé autour de moi. Je vais t'aider avec tes affaires. Nous avons silencieusement rassemblé mes affaires, vêtements, livres, objets personnels. Grégoire me jetait de temps en temps des regards anxieux, mais n'osait pas entamer une conversation sérieuse. Finalement, quand la dernière boîte a été emballée, il a demandé « Tu es sûr que tu peux te débrouiller seul? C'est une grande maison, et l'hiver arrive. » Je ne suis pas seule, ai-je répondu doucement. J'ai Arlette, et je vais peut-être louer l'appartement au-dessus de la quincaillerie Blanchard pour le moment. Au-dessus d'une quincaillerie. Grégoire a froncé les sourcils. Mais c'est bruyant et peu pratique. C'est parfait pour moi, j'ai haussé les épaules. Et Bastien m'a proposé un travail à temps partiel pour réparer des réfrigérateurs. Grégoire a secoué la tête. Maman, tu ne peux pas retourner travailler comme technicienne avec ta hanche. Je ne vais pas transporter du matériel industriel, j'ai souri. Juste de petites réparations. Des réfrigérateurs domestiques, des congélateurs. Peu importe, à ton âge. À mon âge, l'ai-je interrompu. Beaucoup de gens travaillent encore. J'ai 67 ans, pas 107, et je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil à bascule en attendant de mourir. Grégoire a soupiré. On ne voulait pas ça. On s'inquiétait juste pour toi. Les Pins Dorés est un endroit agréable avec des soins médicaux. Je sais que vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour moi, dis-je en m'adoucissant. Mais c'était ma décision, pas la vôtre. C'est ma vie, Grégoire. Il a hoché la tête, reconnaissant que j'avais raison. Pardonne-nous, maman. On pensait vraiment que ce serait mieux pour tout le monde. Je voulais répondre, mais à ce moment-là, le cri fort de Tiphaine a retenti d'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Grégoire et moi avons échangé un regard et nous nous sommes précipités en bas. Tiphaine se tenait dans le salon avec un morceau de papier à la main, et Arlette était assise sur le canapé, l'air imperturbable. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Grégoire. Tiphaine lui a tendu le morceau de papier. J'ai trouvé ça dans le vieux carnet d'Evelyne. Elle prévoyait de nous quitter avant même qu'on commence à parler des Pins Dorés. Je me suis approchée, et j'ai vu que Tiphaine tenait mes notes sur les options de logement possibles. Je les avais écrites après avoir entendu leur conversation, mais avant qu'ils ne m'aient officiellement parlé de leur plan. Et alors? Ai-je demandé calmement. Oui, je cherchais des options de logement après avoir entendu votre conversation sur le fait de m'envoyer dans une maison de retraite. Entendu? A haleté Tiphaine. Alors tu savais tout ce temps? Tu savais ce qu'on prévoyait? Oui, j'ai entendu votre conversation dans la cuisine. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous avons besoin de place. Il vaut mieux décider maintenant. Tu te souviens de ces mots, Grégoire? Mon fils a pâli. Maman, on ne voulait pas que tu l'apprennes comme ça. Bien sûr que non, a interjeté Arlette. Vous vouliez lui imposer la chose. Ne lui laissez aucun choix. De quoi vous mêlez-vous dans nos affaires de famille? A sèchement rétorqué Tiphaine. Je suis la meilleure amie d'Evelyne, a répondu calmement Arlette.
Et apparemment la seule personne qui se soucie vraiment de ses sentiments. Comment osez-vous? Tiphaine a haussé le ton. Nous nous sommes occupés d'elle pendant 5 mois. J'ai changé mon horaire de travail pour l'emmener chez le médecin. Grégoire a rénové la salle de bain et installé des barres d'appui. Nous avons tout fait pour qu'elle soit à l'aise. Et vous avez décidé de vous débarrasser de moi dès que vous en avez eu l'occasion, dis-je tranquillement. Comme d'une chose inutile. Ce n'est pas vrai, s'est exclamé Grégoire. Nous pensions à ton intérêt. Les pains dorés à tout ce dont tu as besoin. Soins médicaux, vie sociale, activités. Tout, sauf la liberté, j'ai secoué la tête. La liberté de décider comment je veux vivre. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Chloé et Fiona sont entrées en courant dans la maison. En me voyant, Fiona s'est écriée joyeusement, « Mamie !» et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. « Tu es revenue. » J'ai serré ma petite fille dans mes bras, sentant mon cœur se serrer. « Non, ma chérie. Je suis juste venue chercher mes affaires et te voir. »« Mais pourquoi es-tu partie ?» Fiona m'a regardée, confuse. « Maman a dit que tu étais partie vivre dans une maison spéciale pour les mamies. »« Non, je vais vivre dans ma propre maison. » J'ai caressé sa tête. « Mais toi et Chloé, vous pourrez venir me rendre visite. » Chloé se tenait à l'écart, nous observant avec une expression pensive. Finalement, elle a demandé, « C'est à cause des travaux ? Parce que maman a besoin de ma chambre. » Tiphaine s'est tournée brusquement vers sa fille. « Chloé, quelle bêtise. On fait des travaux parce que tu as besoin de ta propre chambre. Tu grandis. Tu as besoin de ton propre espace. »« Mais mamie n'en a pas besoin, » a demandé la fille tranquillement, en regardant sa mère. Un lourd silence a pesé dans la pièce. Tiphaine a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas trouvé les mots. Grégoire avait l'air à la fois embarrassé et coupable. « Chloé. Fiona. J'ai décidé de briser la tension. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à porter les cartons à la voiture? Ensuite, je vous montrerai les photos que j'ai trouvées. Dans ma vieille maison, il y a des photos de votre père quand il était petit. » Les filles ont accepté avec empressement. Nous 4, moi, Arlette et mes petites filles, sommes montées chercher les cartons. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans l'ancienne chambre d'amis, Chloé a demandé, « Mamie, tu as vraiment entendu papa et maman parler de t'envoyer dans une maison de retraite? » J'ai soupiré. Je ne voulais pas mêler les enfants à cette histoire. Mais je ne pouvais pas mentir. Oui, ma chérie. Mais ils l'ont fait avec les meilleures intentions. Ils avaient juste besoin de place pour ta nouvelle chambre. Je ne voulais pas de nouvelle chambre, a dit Chloé tranquillement. J'aimais bien vivre avec Fiona, et j'aimais bien que tu vives avec nous. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. Merci, ma chérie. J'aimais bien vivre avec vous aussi. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Et en ce moment, c'est mieux pour moi de vivre seule. On pourra venir te voir, a demandé Fiona. Bien sûr, j'ai souri. Quand vous voulez. J'ai des framboises et des groseilles qui poussent dans mon jardin. Vous pourrez venir cueillir des bailles en été. Nous avons chargé les cartons dans la voiture d'Arlette et sommes retournés à la maison. Tiphaine et Grégoire se disputaient tranquillement dans le salon, mais ils se sont tus quand nous sommes entrés. Bon, je les ai regardés. Je pense qu'on a tout. Merci pour ces 5 derniers mois. Malgré tout, je suis reconnaissante pour vos soins. Maman, a commencé Grégoire, mais Tiphaine l'a interrompu. Evelyne, je veux que tu saches que nous ne t'avons jamais considéré comme un fardeau. Nous voulions vraiment ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je sais, ai-je acquiescé. Mais parfois, la meilleure chose pour une personne est ce qu'elle choisit pour elle-même. Mamie, montre-nous les photos, m'a rappelé Fiona en tirant sur ma manche. J'ai sorti un vieil album photo de mon sac et je l'ai ouvert. Les filles se sont penchées dessus, regardant les photos. C'est papa? A demandé Chloé, surprise, en montrant une photo d'un garçon maigre avec des taches de rousseur. Oui, il a 10 ans ici, j'ai souri. Il venait de gagner le concours de maths de l'école. Grégoire s'est approché et a regardé par-dessus l'épaule de sa fille. Mon Dieu, j'avais oublié cette photo. Maman était si fière de moi à l'époque. J'ai toujours été fière de toi, mon fils, dis-je tranquillement. Et je le suis toujours. Tu es un bon père. Tu prends soin de ta famille. Pendant un instant, nos regards se sont croisés et j'ai vu un mélange de culpabilité et d'amour dans ses yeux. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose,
Mais à ce moment-là, Tiphaine a interrompu. Les filles, il est temps de faire vos devoirs. Dites au revoir à mamie. Fiona m'a jeté les bras autour du cou. Au revoir, mamie. Tu vas me manquer. Toi aussi, ma chérie. Je l'ai serrée dans mes bras. Mais on se reverra bientôt. Chloé s'est approchée, plus réservée, mais son étreinte n'en était pas moins forte. Je t'appellerai, mamie, et on viendra te voir. J'attendrai. Je l'ai embrassée sur le front. Les filles sont montées à contre-cœur, nous laissant, moi, Arlette, Grégoire et Tiphaine, dans un silence gêné. Bon, on devrait y aller, a finalement dit Arlette en me prenant le bras. Merci pour votre hospitalité. Attendez, nous a arrêté Grégoire. Maman, je veux m'excuser. On pensait vraiment faire ce qu'il fallait, mais maintenant je vois qu'on s'est trompé. Pardonne-nous. J'ai regardé mon fils, un homme adulte qui avait été un petit garçon, s'accrochant à ma main. Combien de temps avait passé depuis? Combien de choses avaient changé? Je te pardonne, Grégoire, dis-je doucement. Mais je ne reviendrai pas. J'ai besoin de vivre ma vie tant que je le peux encore. Je comprends, a-t-il acquiescé. Mais laisse-nous t'aider quand tu en auras besoin. Nous sommes toujours ta famille. Bien sûr, j'ai souri. Et vous serez toujours ma famille. Rien ne changera jamais ça. Tiphaine se tenait à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine. Elle ne s'est pas excusée et n'a pas proposé d'aider, mais je ne m'y attendais pas. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, et ce qui s'était passé n'avait fait qu'élargir le fossé entre nous. Au revoir, Tiphaine, je lui ai fait un signe de tête. Au revoir, Evelyne, a-t-elle répondu de même. Bonne chance. Arlette et moi avons quitté la maison et sommes montés dans la voiture. J'ai regardé en arrière la maison où j'avais passé les 5 derniers mois. Belle, bien entretenue, avec une pelouse soigneusement tondue et des arbustes décoratifs. La maison parfaite pour la famille parfaite. Mais pas pour moi. Comment te sens-tu? A demandé Arlette en démarrant le moteur. Mieux, je me suis penchée en arrière sur mon siège. Étrangement, mais oui. C'est comme si un poids avait été retiré de ma poitrine. Maintenant, je peux aller de l'avant. On va où? Chez moi. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit avec détermination. Non, passons chez Bastien. Je veux regarder ce réfrigérateur qu'il m'a proposé de réparer. Il est temps de se remettre au travail. Arlette a souri. Ça, c'est mon Evie. Toujours à regarder vers l'avant. Nous avons quitté la cour, laissant derrière nous la maison de Grégoire et Tiphaine, les pins dorés, et tous leurs plans pour ma vie. Devant moi s'étendait l'inconnu. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne le craignais pas. J'étais prête.